Les enlèvements de masse, avec demande de rançon, dans le nord et le centre du Nigeria, font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Cette semaine, ils étaient 73 lycéens à être enlevés dans l'état de Zamfara, le dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Des groupes criminels opèrent à partir de camps difficiles d'accès, dans la vaste forêt de Rougou, d'où ils lancent des raids dans les États voisins. Près de 1000 élèves ont ainsi été enlevés en quelques mois. Une centaine d'enfants, enlevés en mai dans un séminaire islamique de l'État du Niger, ont pu être libérés ces derniers jours. Les autorités n'ont donné aucun détail concernant leur libération, mais certains parents ont indiqué avoir vendu leur maison et leurs biens pour payer la rançon. Dans la région, certains gouverneurs locaux ont tenté de conclure des accords d'amnistie avec les bandits, mais la plupart ont échoué. Des dizaines d'étudiants sont toujours détenus. Cet incident ne va pas me décourager à remettre mes enfants à l'école, parce qu'il y a de l'incertitude où que ce soit. Si on leur refuse l'éducation, ils deviendront des délinquants et une charge pour la société. Je pense donc que je n'ai pas d'autre choix que de renvoyer mes enfants à l'école. Le président Muhammadu Buhari, un ancien général élu pour la première fois en 2015, est sous pression en raison de l'insécurité grandissante. L'armée lutte actuellement contre des djihadistes dans le nord-est, des gangs armés dans le nord-ouest et les conflits liés au séparatisme dans le sud-est. L'inégalité a un nouveau visage. Le manque d'accès aux vaccins anti-Covid a été au cœur d'un sommet à Berlin où les dirigeants africains ont pu réitérer leurs critiques à leurs homologues du reste du monde. Nous avons exprimé notre mécontentement, notre déception. Et nous avons précisé qu'il n'était pas juste que l'Afrique n'ait vacciné que 2% de l'ensemble de sa population d'1,3 milliard d'habitants. Les chefs de file de l'Union européenne, ainsi que du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ont participé à ce sommet appelé Compact for Africa. Cette initiative du groupe des nations du G20 vise à promouvoir le développement économique du continent. Et selon la chancelière allemande Angela Merkel, la production de vaccins est liée au bien-être économique de l'Afrique. Quand on voit aujourd'hui que nous avons vacciné plus de 60% de notre population et que c'est 2% en Afrique, c'est évidemment une injustice dramatique que nous devons surmonter. Nous en avons parlé honnêtement aujourd'hui. Des projets sont en cours pour la production de vaccins sur le sol africain. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé récemment qu'il visait l'installation l'année prochaine de sites de production de vaccins en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport aux vaccins, en parlant de la nécessité du transfert de technologie et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. À peine 1% des vaccins utilisés en Afrique sont fabriqués sur le continent. L'Union africaine veut faire grimper cette proportion à 60% d'ici à 2040. Près de 200 000 personnes sont décédées de Covid-19 en Afrique, selon les chiffres officiels. Le nombre réel serait bien plus élevé. À 14 ans, Husna Kukundakwe est la plus jeune participante aux Jeux paralympiques de Tokyo. La nageuse ougandaise, qui est née sans avant-bras droit et a aussi un handicap à la main gauche, fait partie des 4400 paralympiens en compétition. Elle espère que les Jeux vont aider à changer les mentalités en Afrique et surtout en Ouganda, où les bébés nés avec un handicap sont souvent abandonnés. Je suis vraiment devenue plus sûre de moi, car avant de commencer le sport, je portais toujours un pull ou une chemise à manches longues pour toujours cacher mes mains. Je mettais parfois mes mains dans les poches pour que personne ne puisse voir mes doigts. L'adolescente n'a pas réussi à atteindre la finale de son unique compétition à Tokyo, le 100 mètres brasse, mais elle a amélioré son record personnel à 1 minute 34,35 secondes. Elle espère continuer de progresser pour participer aux prochains Jeux en 2024 à Paris.
Quand j'ai commencé à faire du sport en natation, je n'avais rien d'autre à porter qu'un maillot de bain. Et donc j'ai pris l'habitude d'être comme ça. Et je me suis rendu compte que je me fiche de ce que les autres voient ou de ce que les autres pensent. Je suis ce que je suis grâce à mon apparence. Une fois rentré en Ouganda, Husna compte se battre pour que les personnes handicapées ne soient plus regardées comme anormales. Les Jeux paralympiques de Tokyo se terminent le 5 septembre. Il promène son fauteuil dans le centre-ville de Kinshasa, là où il sait qu'il peut croiser les plus fortunés. Quand ils voient comme ça, ah non, ce sont des handicapés, ils ne travaillent pas, bon, il faut lui donner quelque chose pour vivre. Un dur retour à la rue après avoir connu la gloire. Théo est l'un des chanteurs du staff Benda Bilili. Il y a 10 ans, la rumba de ce groupe de musiciens congolais, handicapés et désargentés, avait fait vibrer l'Europe et avait résonné jusqu'aux États-Unis et en Australie. Mais la belle histoire a pris fin en 2013, le groupe s'est déchiré et l'argent détourné a vite fondu. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Par exemple, moi, je vis avec les amis. Voilà, vos musiciens sont en ville là-bas en train de faire la mendicité. Alors qu'ils ont des droits qui peuvent changer leur vie. Le groupe entend notamment batailler pour récupérer sa part des recettes du film qui l'a rendu célèbre, le documentaire Benda Bilili qui avait épaté le Festival de Cannes en 2010. Ça fait 2003 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore touché notre droit de film. Donc c'est pour ça que nous réclamons notre droit. Renaud Barré est l'un des 2 réalisateurs visés. Il explique n'avoir lui-même perçu son dû que très tard, après près de 10 ans de conflit entre distributeurs, et assure que le tour des musiciens ne va plus tarder. Ils recevront 10% des recettes comme indiqué dans leur contrat. Je comprends que pour eux, c'est un petit peu une bouée. C'est le moment, ils pensent qu'on a fait des millions, qu'on roule carrosse et que eux sont là en galère à Kinshasa. Ce qui est pas le cas. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on a été victime, nous aussi, d'un système qui nous dépasse. C'était vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Évidemment que dès que les choses sont clarifiées, le pourcentage stipulé dans le papier sera respecté. Au-delà de ce combat juridique, le staff Benda Bilili rêve de revenir sur scène. Depuis 4 ans, ils jouent et créent à nouveau ensemble. Chaque jeudi, ils se retrouvent ici. Malgré les séparations qu'on a eues, mais maintenant on est ensemble avec staff Benda Bilili. Alors nous avons encore un album qu'on a préparé. Donc bientôt nous serons en Europe, si Dieu le veut. Et le groupe rêve même d'un nouveau documentaire pour pouvoir dire au monde entier qu'il est de retour.